Bonsoir. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène, nous sommes anthropocènes, nous sommes la communauté terrestre, nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, la pollution des sols, les incendies, les migrations, les inondations, les sécheresses, l'urbanisation généralisée, les inégalités sociales, la liste est longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets, tout change autour de nous, et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos environnements. Depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer ? Qu'est-ce qui heurte nos consciences morales et notre sentiment d'injustice ? Qu'est-ce qui nous met en colère ou en joie ? Et quelles sont nos idées et nos intentions pour changer la donne ? Nous sentons-nous tous terriens ? Prenons la parole, donnons la parole et engageons le dialogue. Pour cette 7e session, nous avons voulu mettre en avant plusieurs territoires. L'Angola, la Bosnie, le Congo, Andorre, l'Italie, l'Albanie, l'Autriche, l'Algérie, le Mali, la Belgique ou encore le Cameroun. Cette session sera organisée autour de 3 temps. Premièrement, nous allons voir des vidéos de certains de ces acteurs. Pardon ? Ok. Je croyais que c'était ça. Autant pour moi. Des vidéos. Ensuite, on aura un échange avec des participants, un panéliste qui a été sélectionné, qui représentera certains de ces pays. On aura Elisa, Gianfranco, Moussa, peut-être Jerry Slimani aussi. On y reviendra. Et puis ensuite, on aura une ouverture au dialogue avec vous, qui êtes sur le Zoom, et puis avec aussi nos différents panélistes. Peut-être juste pour commencer, ces vidéos-là, on se réjouit de pouvoir les voir, de les découvrir. C'est le début, donc c'est parti. L'Anthropocène, seulement un dieu terrien peut comprendre toutes les données, le climat, l'économie. Il s'agit de veiller sur l'équilibre, le flux de toutes les transactions et les extractions de chaque endroit. Un petit peu comme à l'époque ancienne, il y a des capteurs pour prévenir le système lorsqu'un arbre est coupé, lorsqu'une terre est contaminée. Cela permet d'améliorer le système. Les algorithmes sont programmés pour que tous les organismes vivent bien. Nous voulons que tous les territoires soient interconnectés à travers ce dieu des blockchains. Nous sommes là pour surveiller notre territoire. La complexité de tout est évidemment mis en exergue là où vous êtes. Tous les jours, si vous sauvez une chose, une personne, vous sauvez tout. Regardez une goutte d'eau, vous sauvez une goutte d'eau, vous sauvez l'océan. Si vous faites confiance à tout, il s'en suivra une réaction en chaîne qui existera à travers toutes les interconnexions de la planète. Si notre monde était véritablement un monde matérialiste, on gérerait mieux des ressources. Le mot mer, matière, il y a un lien. Nous devons gérer tout ce qui provient de la terre. Nous transformons les métaux de nos paysages. Nous coupons les arbres pour en faire des berceaux. Nous transformons les matériaux pour en faire des formes de taille très différentes. Nous transformons, nous restaurons. C'est notre business parce que tout est prêt. Plus c'est près de vous, plus c'est important. Soyez là pour être un bon voisin vis-à-vis des arbres, vis-à-vis des terres. Soignez les terres, soignez tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est actif, tout ce qui vit. Soyez en contact. Nous ne pouvons vivre dans le monde virtuel que si nous respectons la terre. Regardez partout. La matière, c'est notre mère. Respectez la matière. Vous êtes là pour vivre sur la planète, dans la planète. Vous êtes une fonction au sein de la planète. Avoir moins, ce n'est pas une punition, c'est une joie. Il s'agit par exemple de meubles ici, les meubles des shakers. Ce sont des meubles qui sont très beaux, qui peuvent s'insérer dans la nature. Cela vous permet d'augmenter votre compréhension de la nécessité de la nature. Les machines peuvent tout faire pour nous, en règle générale mieux que nous. Votre travail est donc de trimballer les plantes, de jouer, de créer des imperfections, d'être imparfait, de célébrer, de
de dire qu'il y a de la loi dans la production de choses et dans le soin que l'on prodigue aux choses. Fabriquer des choses, faites-le très clairement. Il s'agit de faire, pas seulement pour produire les choses, c'est un processus holistique. Il s'agit de réfléchir, de mettre un certain ordre pour que les choses existent. Il faut intégrer l'innommable dans nos maisons. Ça, c'est la prise de conscience, la conscience en tant que telle. Tout ce qui est devant vous est important. Peter Muscard. Que dit le monde vis-à-vis de la planète? Les êtres humains, à travers leurs actions, modifient le territoire. Ils changent la planète, ils deviennent une force globale et géologique. Les activités humaines constituent les causes principales des changements que nous voyons sur la Terre. Les systèmes biophysiques sont des systèmes qui sont mis sous pression par les êtres humains, le changement climatique et le réchauffement planétaire. La réduction de la biodiversité qui va à toute vitesse, l'épuisement des énergies renouvelables et des ressources non renouvelables, la modification des systèmes biotiques et des métabolismes. Notre environnement subit des changements inévitables. Les catastrophes naturelles montrent que ce changement est en train d'avoir lieu. Nous sommes vulnérables. Le Covid-19 nous a fait redécouvrir cette fragilité, notre fragilité. La pandémie a perturbé notre façon d'habiter cette terre. D'un monde qui bouge, qui est en mouvement en permanence, nous voyons désormais les villes qui se vident. La nature a réclamé ses droits, a réclamé le droit à ses espaces. Et nous devons nous adapter à ce rythme. Au moins, nous avons essayé de ce faire. Nous devons devenir plus conscients. Nous devons mieux comprendre les limites du système planétaire, le système qui existe sur notre Terre. Nous devons devenir plus conscients des comportements corrects vis-à-vis de notre environnement. Nous devons vivre de façon durable et en harmonie avec la nature. Soyons des acteurs du changement. Nous sommes désormais des agriculteurs sur la terre troublée de notre terre, obligés de nous rabaisser, c'est-à-dire pour toucher cette terre. Fannie Mae et Freddie Mac sont deux petits frères et ce sont des enfants absolument fabuleux. Fannie, c'est en fin de compte une petite fille, elle s'appelle Federal National Association, donc une société qui gère des prêts. Fannie, c'est une gamine blonde avec des tresses. Elle est un tout petit peu forte, mais c'est une petite fille qui rigole tout le temps et qui est tout le temps de bonne humeur. Freddie, en revanche, lui s'appelle Federal Home Loan et ainsi de suite. C'est un organisme pour prodiguer des prêts. Tout le monde l'appelle Freddie et c'est le petit frère. Le petit frère, c'est vraiment un garçon très très mince avec des lunettes et avec des cheveux longs. Fannie et Freddie sont des enfants privilégiés. Leur père est le maire du village où ils habitent et leur maison est une maison qui est blanche et qui a un jardin absolument fabuleux. Une maison qui est grande, qui est très, très élégante et avec tout un ensemble de jouets tels que les voitures électriques, des trains et tout un ensemble de poupées magnifiques. Fannie et Freddie savent pertinemment que tous les enfants n'ont pas autant de chance qu'eux. De temps en temps, lorsqu'ils se baladent dans les rues, dans de petites villes, Fannie et Freddie voient qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne possèdent même pas de jouets et qui vivent même dans les rues. Fannie se souvient très très bien ce que lui disait son grand-père Delano. Lui disait que le vrai test pour notre progrès, ce n'est pas tellement le fait de savoir si nous pouvons permettre aux gens qui sont riches, qui ont déjà beaucoup de choses, d'en avoir plus. Non, c'est plutôt de voir si nous pouvons en donner assez à ceux qui ont très très peu. Fannie et Freddie, donc, ont cassé leur tirelire, se sont rendus à la banque et ont racheté les prêts que de pauvres enfants ont contractés pour pouvoir acheter des jouets. Ensuite, ils se rendent sur le marché et ils vendent
demande aux passants les actions dans les prêts octroyés aux enfants pauvres et les gens les rachètent. Les gens font la queue pour pouvoir racheter ces prêts et même les personnes qui font la queue chez le poissonnier, ils rachètent les prêts. Et ainsi, chaque enfant, tout d'un coup, a un jouet magnifique et il rembourse avec 1 cent par mois. Et tout le monde fait confiance à Fanny et Freddy qui ont mis en place leur propre entreprise. Et même Fanny et Freddy n'ont plus besoin du capital de leur père. Et tout le monde vit de façon très heureuse jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Tout d'un coup, les pauvres enfants, ils ne peuvent même plus rembourser les jouets avec 1 centime ou 1 cent par mois. Et Fanny et Freddy essayent de rassurer les investisseurs, mais il n'y a plus d'argent dans leur compte. Tout va à valo. Les prêts, en revanche, qu'ils détiennent valent énormément d'argent, au moins en théorie. Alors qu'en fin de compte, tout ce qu'ils ont, c'est un tas de papiers qui ne valent rien, énormément de jouets usés, même des jouets abîmés, cassés. Donc, Fanny et Freddy vont voir leur papa se met en colère et leur papa dit « Ah, je vais devoir accepter toutes ces dettes » et lui, en tant que responsable de la municipalité, il paye l'argent pour payer les créanciers et ensuite il augmente les impôts. Il est obligé de se faire parce que la dette est tellement élevée et tous les citoyens sont très mécontents. Et le père, lui non plus, n'est pas content. Il n'est pas content de Fanny, il n'est pas content de Freddy. Il les met à la diète et financièrement parlant, il leur donne de l'argent, mais pas beaucoup, et ce, pendant pas très longtemps. Anthropocène. La Terre a déjà connu 5 extinctions de masse. Extinction ordovicien, dévonien, permien, Trias et Crétacé. Alors que les précédentes extinctions de masse étaient liées à des phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques, les chutes de pluie acides par exemple, la 6e extinction s'explique en grande partie par l'activité de l'homme, la destruction, la fragmentation des habitats, l'exploitation directe, la pollution chimique. Après le Pléistocène, l'Holocène a commencé il y a 11 000 ans et c'est la dernière glaciation et la période où l'homme a commencé l'agriculture. Après la révolution agricole, il y a eu la sédentarisation de l'homme, la formation des modèles économiques prédateurs. Ces modèles économiques, c'est le capitalisme. Le capitalisme est plus grand que l'homme. C'est un système. Ce système, en se formant, a boosté un phénomène très important, la révolution industrielle. Ce modèle économique a été la création de l'Europe occidentale. Cette révolution industrielle a eu des hauts et des bas. Et les hauts, c'est la locomotive de la modernisation de la vie humaine sur Terre. L'évolution de l'homme. L'homme n'est qu'une petite espèce parmi des millions d'espèces. L'homme, espèce vulgaire des primates, a pu échapper à la condition animale il y a 2,5 millions d'années par sa première configuration humaine, Homo habilis. Parcourant l'évolution vers l'Homo erectus et Homo sapiens il y a 300 000 ans, il y a 70 000 ans, la révolution cognitive dote l'homme d'une perception nouvelle de sa personne et de son environnement. La révolution industrielle projette l'homme dans un espace-temps où il est comptable d'une progression exponentielle de son évolution, mais il engendre des inconvénients qui, 2 siècles après, font apparaître la responsabilité de l'homme dans les grands phénomènes de l'évolution contemporaine. Le changement climatique, sans l'intervention de l'homme, aurait permis à la nature de s'adapter graduellement écologiquement aux transformations environnementales. Développement industriel, voilà une des causes. L'homme, pour son développement industriel, économique, social, politique, a déréglé le cycle naturel de la nature. Ceci a produit, après 2 siècles de la révolution industrielle, les premières notions de la régression de la biodiversité sur Terre. Enfin, on constate aujourd'hui que 9 déséquilibres majeurs sont les conséquences des manifestations humaines, engendrant la notion d'anthropocène en 1995. Voilà pour ces premières vidéos. Moussa, on a dû couper une partie de votre vidéo, mais on reviendra et vous pourrez nous expliquer peut-être davantage votre propos dans quelques instants. On a donc un ensemble de panélistes. Elisa Consolandi d'Italie, Gianfranco Tizzoni d'Italie aussi. Donc Moussa Sissoko, vous êtes avec nous, vous vivez en Algérie, vous êtes malien. Et puis Djeri Slimani, vous êtes à Tirana, en Albanie. On pensait pouvoir ouvrir ce moment avec vous. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Slimani? Je sais que vous n'êtes pas loin.
Vous êtes donc urbaniste, vous vivez en Albanie, à Tirana, et puis on se réjouit de pouvoir dialoguer avec vous ce soir dans le Manifeste mondial Anthropocène. Bonsoir. Oui, je suis là, je suis désolée, j'avais quelques soucis au niveau de la connexion. On voulait ouvrir ce moment de dialogue avec vous, Monsieur Slimani. Donc vous êtes, comme je le disais, vous êtes en Albanie. Vous vivez aussi, bien évidemment, comme nous tous, cette problématique anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous développer votre idée ? Oui, avec plaisir. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être présent avec vous ce soir. Je suis ravie de pouvoir parler de mes préoccupations par rapport à tout ce qui se passe au niveau de notre environnement et ce qui se passe vis-à-vis de notre avenir. Alors, moi, je dois constater, je dois vous dire que je suis architecte, je suis urbaniste, donc forcément, je suis très, très proche des territoires, mais je me sens très proche également des modifications que nous causons à nos territoires. Nous sommes parfois responsables d'altérations et de changements. Et donc, ce qui me préoccupe tout particulièrement, c'est le fait que nous sommes responsables d'un mésusage de cette ressource absolument fabuleuse, je veux dire la nature. Si je regarde les développements, les évolutions qui ont eu lieu en Albanie suite à la sortie du système où on avait un État centralisé, petit à petit, nous avons avancé vers une situation démocratique et ainsi notre évolution a été très, très particulière. Ici, dans mon pays, nous avons découvert tardivement la liberté, le fait d'avoir la possibilité de changer et de développer notre territoire. Nous avons donc vécu un phénomène au niveau de nos terres d'agriculture. Nous avons commencé à irriguer, à construire les choses de façon différente. Nous avons manqué ou nous avons cessé de considérer la terre comme étant une ressource qui pouvait nous prodiguer des biens pour l'avenir. Tout d'un coup, nous nous sommes dit, la terre, on peut construire tout ce qu'on veut dessus. Et donc, cela a fortement endommagé nos territoires. L'environnement a souffert, nos territoires ont souffert. Et aussi, nous avons promu un modèle qui est désormais un modèle qu'il est très, très difficile de détricoter. Moi, je suis surtout très malheureux quand je vois comment nous, les architectes et les urbanistes, nous avons manqué de sensibilité par rapport à toutes ces questions. Je suis surtout triste quand je vois que souvent nous sommes très enthousiastes vis-à-vis de nos bâtiments et nous nous retrouvons incapables parfois de reconnaître que nous devrions prêter beaucoup plus attention à la nature, au fait qu'il faut vivre en harmonie avec la nature. Oui, bien sûr, j'adore le travail de design, c'est mon métier, c'est quelque chose qui me prodigue beaucoup de bonheur, mais cela doit se faire en conscience, en pleine conscience, en tenant compte de la nature. Alors, cela fait plus ou moins 100 ans que nous transformons très rapidement nos villes, nos environnements, et nous voulons surtout avoir un environnement où tout tourne autour des voitures. Nous voulons avoir un modèle de ville où la vedette, c'est la voiture. Et pour moi, c'est une réaction très, très immature. C'est un enthousiasme un peu bête vis-à-vis de la technologie. Or, aujourd'hui, nous pensons faire ramener nos villes à quelque chose de plus naturel, en donnant la place aux piétons, en rendant les villes plus vivables, en mettant les voitures, en poussant les voitures vers l'extérieur des villes. Et toute cette transformation, comme je l'ai dit, a eu lieu en l'espace de 100 ans. Et donc, il y a eu un certain nombre de changements très radicaux qu'il va désormais déconstruire. Alors, là où je ne suis pas d'accord, c'est que nous avons promu les voitures. On a considéré que les voitures, c'était un meilleur choix que les chevaux. On n'a pas seulement réfléchi quant au transport, on a surtout pensé à notre plaisir, à la facilité pour nous. Et ainsi, nous avons transformé nos villes parce que nous avons choisi d'utiliser les voitures, alors qu'on aurait dû penser à notre façon de nous déplacer dans ces villes. Donc voilà.
Je suis contre cet enthousiasme béat vis-à-vis de la technologie. La raison étant que c'est cela justement qui crée des résultats inattendus. Et c'est ça que la révolution industrielle nous a permis de mettre en place. C'est une façon de construire. Là, je prends ma casquette d'architecte, sans nous préoccuper de l'énergie, sans nous préoccuper des ressources. Évidemment, donc, il y a eu la crise dans les années 70. Et ensuite, maintenant, il faut revoir notre copie. Et cela suscite pas mal de débats suite à ces années inefficaces de développer, d'urbaniser avec les dégâts que l'on sait sur l'environnement. Je me permets juste de vous couper, on reviendra d'ici quelques instants peut-être sur la thématique urbaine, sur l'organisation de nos villes, sur les formes que peuvent avoir les villes dans l'ère anthropocène. Avant, je voulais continuer le petit tour de table et notamment venir vers vous, Gianfranco. Vous avez aussi réalisé une des vidéos qu'on a vues, celle qui nous met devant le fait que voilà, il y a ces jouets, il y a ces enfants. Vous pourriez peut-être commencer par nous expliquer pourquoi avoir réalisé cette vidéo, quel était le message que vous vouliez faire passer, et puis développer peut-être une autre idée. Gianfranco, à vous. Yes, do you hear me? Vous m'entendez? Désolé, je ne parle pas français, mais j'ai bien compris la question. J'ai vraiment compris le sens de votre question. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ce film que vous avez vu, donc cela fait partie, c'est une toute petite partie d'un projet italien plus large. En fait, ce sont des histoires de la grande extension. C'est un projet mené par Matteo Celale et Antonio Birma. Donc, 150 personnes ont participé à ce projet, y compris des illustrateurs, des auteurs. Et le fruit de ce projet, c'est un livre qui a été publié. Donc, c'est un livre très volumineux, vous voyez, avec beaucoup de pages. Donc, il y a 100 petits scénarios, 100 histoires ou récits qui décrivent des situations de crise et d'extinction. Et lorsque je parle d'extinction, c'est tout type d'extinction, l'extinction des espèces, mais également des micro-extinctions et les extinctions passées, mais également les extinctions présentes et futures. Et la devise, c'est que la fiction est synonyme d'action. En ce qui concerne le film que vous venez de voir, il s'agit là en fait d'un conte de fées quelque part. C'est un conte de fées qui parle d'une crise passée. Et c'est une crise intervenue en 2008. Donc il y a deux enfants, de très jolis enfants que je vous ai montrés dans le film. Et finalement, on s'en rend compte du fait que le capitalisme n'est pas durable en raison de ce fossé entre la production et la valeur et le crédit et la production de richesse. Si l'on lit ce livre, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de scénarios qui peuvent décrire des crises et des extensions qui sont en fait le résultat d'un changement soudain dans des conditions économiques avec le stress que cela crée. La gestion de ces crises devient ainsi impossible. Et cela s'est produit dans beaucoup de systèmes, par exemple le système de justice, de santé, également le système bancaire, pourquoi pas. Et dans mon travail, la justice, en fait, vous savez que ce qui s'est passé récemment, c'est très intéressant parce que nous avons pu étudier les différents systèmes judiciaires et les systèmes judiciaires acceptent des pourcentages d'écart et le système de santé, c'est pareil en fait. Le système de santé peut accepter un pourcentage donné de patients qui peuvent être traités ou non traités. Donc vous voyez que les pourcentages augmentent et si les pourcentages augmentent, les systèmes s'effondrent. Et en fait, il y a un grand nombre de malfaiteurs dans la justice pénale et ensuite pareil pour les patients. Donc les patients, on ne peut plus les soigner. Et le système financier, vous avez vu dans le film que je vous ai montré, donc il y a l'insolvabilité qui est le résultat de ces crises financières. Et en fait, tout s'effondre et du coup, le système n'existe plus. Dans un système financier, on voit maintenant que la même chose se produit avec les différents scandales
qui font couler beaucoup d'encre. Et en fait, il y a toujours cette question de confiance, la confiance vis-à-vis de ces grandes organisations. Est-ce que ces organisations peuvent gérer, surmonter des crises, contrairement à ce qui a été dit lors de la crise de 2008? Rien n'a été fait. On ne voit pas de fin à ce système ou ces problèmes. Et comme on a vu dans le film Blade Runner, nous sommes sur un navire en train de couler et le navire finit par couler. Nous sommes voués à l'échec. Mais le problème, c'est que, évidemment, ces systèmes financiers créent beaucoup de victimes lorsque ces systèmes s'effondrent. Et c'est ça l'anthropocène, à mon sens. Merci Gianfranco. Pour continuer notre petit tour de table, ce qui est aussi une manière un peu pour tout le monde de se présenter et puis de savoir un petit peu quelles sont les dynamiques sur lesquelles on va échanger pendant cette table ronde, pendant cette session. Je voulais donner la parole aussi à Elisa. Vous aussi, Elisa Consolandi, vous êtes italienne. Vous avez aussi réalisé une des vidéos qu'on a vues auparavant, celle où les images défilaient de ces paysages et puis dans lequel vous annotiez en tout cas quelques éléments. Bonsoir Elisa. Good evening. Bonsoir. Je vous laisse peut-être nous commenter votre vidéo, nous expliquer le message que vous vouliez faire passer. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci pour cette occasion. Je suis ravie d'être présente lors de ce grand manifeste mondial de l'Anthropocène. Dans mon film, en fait, je soulignais cette idée de prendre conscience de cette ère anthropocène. Donc, nous sommes dans l'Anthropocène et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas encore. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué que l'on vit ce que l'on vit. Et il y a d'autres qui le savent, mais ils ne font rien face à ce constat. Et il y a d'autres qui le savent, mais qui ne l'acceptent pas du tout. Et dans le cadre de mon film, ce que je voulais vous montrer, c'est que nous pouvons changer notre avenir. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous avons la chance parce que nous pouvons en fait changer notre relation vis-à-vis de la nature et nous pouvons changer nos liens avec tout ce qui concerne le naturel, en fait, tout ce qui est naturel. Donc, on peut changer notre relation par rapport au naturel. Donc, nous pouvons vivre de façon beaucoup plus durable. Nous avons cette chance. Donc, nous devons saisir cette chance. Nous devons changer notre manière de vivre dans ce monde. Nous devons vivre dans un monde beaucoup plus durable pour en revenir à la nature, comme je l'ai dit dans mon film. Et je pense réellement que le fait de prendre conscience de cela, c'est quelque chose qui nous a été appris par la pandémie. Et la pandémie n'a fait qu'exacerber cette crise environnementale. Et cette pandémie nous a permis de prendre connaissance de tous ces problèmes liés à l'Anthropocène et également comprendre la vulnérabilité du peuple du monde, parce que nous ne sommes pas que des consommateurs. En fait, je pense que la pandémie a souligné cela en Italie, notamment parce que vous savez que j'habite à Povali, donc il s'agit là d'une région les plus polluées de l'Europe et je pense que la pollution joue un rôle très important également. La pollution a vraiment joué un rôle très important dans ce contexte de l'Anthropocène et l'idée de prendre conscience de cela, je pense que ça c'est quelque chose que je voulais souligner dans mon film. Il faut vraiment que l'on se réveille. Il faut que la conscience, en fait, et cette prise de conscience, c'est vraiment la première étape pour nous, pour changer notre avenir et notre idée de l'avenir. Pas pour finir, finalement, puisqu'on aura une invitée surprise dans quelques minutes. Mais Monsieur Sissoko, vous êtes à Alger. Vous êtes malien, président de l'Association des étudiants africains, il me semble. On est content aussi de pouvoir échanger avec vous. On a vu une partie de votre vidéo, mais il nous manquait une partie de votre message, donc on est content que vous puissiez être là ce soir avec nous pour continuer à le développer. Vous nous entendez ? Alors, nous, on ne vous entend pas, Monsieur Sissoko. On va essayer de faire quelque chose. Allô? Oui, c'est tout bon. Super, merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et je vous remercie de m'avoir, de me donner l'opportunité, la chance de participer à ce manifeste-là et d'apporter, comme je le dis, une contribution de la jeunesse africaine
Et dans toute autre partie aussi, de montrer ce qu'on appelle la réaction de la jeunesse africaine actuellement face à cette crise qui ne fait que menacer voilà, notre existence en quelque sorte. Donc, il est très important de valoriser l'énergie entre climat et biodiversité, car les deux sont liés déjà. Et pour atteindre les objectifs climatiques, il faut agir en ami avec la nature, comme je l'ai dit dans ma vidéo. La nature ne fait qu'à répondre à nos agressions, en quelque sorte. En Afrique, nous sommes en train de subir cette crise d'une manière inimaginable et nous le vivons très mal, car ça ne fait qu'empirer les conditions de vie. Mais l'Afrique a une chance de voir ce réchauffement climatique du bon côté. Et du coup, nous devons travailler en symbiose avec nos frères et sœurs européens, car ce réchauffement climatique est en train de donner une nouvelle approche de solution, c'est-à-dire le capitalisme vert. Et nous, jeunes Africains, c'est notre avenir et notre devenir qui sont menacés face à l'inaction politique et l'absence de coalition. Par exemple, comme vous le savez, le projet de la Grande Muraille verte, et cet ambitieux programme de restauration écologique au service de la lutte contre l'avancée du désert, ayant pour conséquence la lutte contre la pauvreté et le chômage, lancé il y a 15 ans. Cette initiative panafricaine qui regroupe 11 pays de la bande sahélienne, et le plus souvent resté à l'état de slogan en dehors. Et selon le premier rapport d'évaluation publié en septembre 2020, qui soulignait que voilà un manque de partage politique et un pilotage défaillant. Seulement 4 millions d'hectares ont été aménagés sur 100 millions visés d'ici à 2030. C'est pourquoi nous, jeunes Africains, avons pensé à notre avenir en réfléchissant au lancement d'une initiative depuis Alger avec un nouveau projet qui permettra de créer des emplois, d'aider nos populations à s'adapter au changement climatique, à améliorer la sécurité alimentaire et à éviter nos régions d'être à la périphérie de la reconfiguration du capitalisme numérique et de faire de ce changement climatique une opportunité de développement durable à long terme pour l'Afrique. L'objectif de notre démarche en tant que jeunes est de rendre sensible le pool de la population africaine, précisément la jeunesse africaine et du monde paysan agricole sur ce que doivent être une grande ou encore des grandes adaptations à cette crise climatique. Parce que nous avons un outil extraordinaire, comme je le dis dans la vidéo, à notre disposition, qui est le numérique. Et la révolution numérique donne au monde l'opportunité de solutionner cette crise avec un nouvel ordre international économique et politique. Les particularités de ce nouvel ordre international doivent être la résultante des propositions induites par les nouvelles générations qui vont construire en quelque sorte un monde plus pacifique, plus respectueux de l'environnement et plus progressiste dans une humanité consciente et empathique. Par exemple, les intérêts de l'ancien monde, de l'ancien ordre international doivent être pris en compte et améliorés tout en diminuant la force sombre sur l'environnement. Les nouvelles générations et leurs réflexions objectives sont les meilleurs moyens de trouver des solutions acceptables pour toute l'humanité. Les jeunes en Europe sont déjà très évolués sur la question et il est grand temps qu'en Afrique, qu'il y ait la création d'une instance au niveau de l'Union africaine coordonnant tous les organismes de réflexion, de modélisation, de solutions adéquates et de tous les pays. Et pour cela, il faut citer quelques points qui pourront aider en quelque sorte les jeunes Africains ou encore aider l'Europe dans cette démarche. C'est d'inscrire dans les universités de l'Afrique un master, des modules, un master, un doctorat sur les conséquences du réchauffement climatique, aider les entreprises par une fiscalité verte spécifique dans leur environnement professionnel, valoriser l'émergence des catégories sociales vivant dans les conditions environnementales adéquates avec l'espace-temps du nouvel ordre international vert, et créer une approche économique verte éliminant les conséquences néfastes
de l'ancien monde ou modèle économique et réfléchir sur la nouvelle forme de l'État correspondant à toutes les mutations de l'humanité. Donc, c'est ça qui explique en quelque sorte même la notion de l'anthropocène et créer un manifeste mondial qui sera une entrée de l'humanité dans son nouvel objectif ou dans son nouvel projet civilisationnel adéquat avec l'intérêt général de tous. Apprendre à l'école, au lycée, à l'université, les règles les plus élémentaires de l'hygiène écologique qui doit être l'élément de base de construction de l'homme de demain. Organiser les jeunes africains sur des thèmes climatiques, adjoindre la question du climat à l'éducation civique en Afrique, créer des pôles emploi environnementaux sur le plan agricole, fermes agricoles intelligentes et respectant toutes les recommandations sur un environnement sain. Sur le plan industriel aussi, évoluer plutôt vers une industrie verte tout en choisissant des solutions respectant l'environnement. Sur le plan service aussi, créer des métiers où la composante environnementale doit être le centre de l'exercice professionnel et permettre aux innovations vertes des jeunes Africains d'être protégés, améliorés, consolidés dans un rapport sociétal, environnemental, respectant les lois de la nature. Créer pour les jeunes des villages verts et des villes vertes où les gens qui y vivent seront les pionniers de la révolution environnementale. Dès maintenant... Monsieur Sissoko. Oui. Oui. Je me permets juste de vous couper parce que vous avez beaucoup d'idées aussi, on en reviendra parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes qui vont nous permettre aussi de mettre un petit peu tout ce monde en lien et puis de voir comment est-ce qu'ensemble on arrive à faire réseau. Vous avez repris l'idée du manifeste, c'est aussi pour ça qu'on est tous aussi aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais accueillir Nabila Kilani. Vous êtes à Gaza. On fait un petit retour en arrière dans notre passage autour du monde, mais on est très ravis de vous accueillir. Merci. Vous avez aussi réalisé une vidéo. Oui. On ne l'a pas vue là dans cette session, mais on l'a vue auparavant. Vous pourriez peut-être vous introduire en nous la commentant et puis on se réjouit. Encore bonsoir, Nabila. Bonsoir, merci de me donner la chance de parler dans cet événement. Je suis Nabila Kilani de la bande de Gaza. J'étais forcée de ne pas être à l'heure à cause du courant électrique. À Gaza, on n'a que 8 heures d'électricité par jour depuis plus de 14 ans. Premièrement, merci d'avoir pensé à la Palestine pour faire partie de cet événement. Voilà, tout simplement, je veux juste vous dire On a un petit problème de connexion. Allô ? Mais on vous écoute. Oui. Quand je parle de la bande de Gaza, c'est pas parce que toute la Palestine est la bande de Gaza, mais parce que il y a une différence en ce qui concerne la souffrance de la Cisjordanie, du Jérusalem, de celle de Gaza. Moi, tout simplement, dans la vidéo, j'ai bien mentionné que moi, je suis une maman d'une fille de 14 ans qui n'a jamais vécu une journée de 24 heures d'électricité parce que l'occupation israélienne, malheureusement, freine la vie des Gazaouis. En ce qui concerne l'électricité, en ce qui concerne l'eau, on a une pollution d'eau. On ne peut pas boire de l'eau à robinet, jamais, parce qu'ils jettent beaucoup des produits chimiques pour qu'on ne peut pas utiliser l'eau potable. Voilà, et aussi, quoi encore, si on veut parler de la bande de Gaza, le secteur agriculteur est vraiment endommagé, surtout pendant les 3 agressions successives. Ils ont rasé tous les champs et les arbres d'oliviers à la bande de Gaza. Voilà, c'est ça en général que j'ai bien présenté pendant la vidéo. Voilà. Merci Nabila. On est très sensible du coup aussi aux problématiques que vous amenez et il me semble ça fait directement le lien avec l'ensemble de nos panélistes ce soir. C'était aussi la question des inégalités que l'Anthropocène nous amène pas parce qu'elles sont déjà présentes et vous venez de le mentionner, mais peut-être qu'elle nous amène un petit peu plus loin et puis elle nous pose des questions à comment est-ce qu'on pourrait y faire face ensemble. Monsieur Sissoko, vous parliez d'une nouvelle internationale, une internationale anthropocène. Peut-être que ce manifeste est le début de quelque chose dans ce sens-là, mais en tout cas je voulais aussi vous entendre tous sur cette question-là. Faire face aux inégalités, comment on pourrait faire réseau, vivre ensemble, cette question sensible aussi qui nous anime un petit peu ce soir, mais qui nous amène aussi vers une
mise en action, vers une prise de mouvement. Il y avait différentes mesures que vous avez tous mentionnées. Est-ce que quelqu'un aimerait aller un petit peu plus loin sur cette question des inégalités ? Peut-être Moussa, Alger, vous vouliez peut-être reprendre un petit peu la discussion qu'on avait entamée ? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, ici par exemple, comme vous le disiez déjà concernant tout ce qui est inégalité, nous pouvons dire qu'on est une preuve vivante en Afrique concernant tout ça. Moi-même, en tant que, voilà, ma petite personne, je suis né dans un petit village au Mali qui est loin de 600 km de Bamako. Et là où je suis né, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Déjà, depuis tout petit, on prenait de l'eau dans un petit fleuve. La couleur de l'eau même, c'est jaune. Parfois, il nous faut 2 jours ou 3 jours pour on laisse l'eau pour que ça puisse, pour que tout ce qui se dissier. Après, on récupère. J'ai grandi dans ça et après, mes études m'ont amené en Algérie et tout. Donc, ce qui est sûr, c'est que notre vision, en quelque sorte, dans cette inégalité, dont ce qu'on appelle le réchauffement climatique est en train d'enrichir cette inégalité avec l'appui du capitalisme, comme je le dis, et cette nouvelle approche du capitalisme vert qui est en train de se passer. Il est temps que nous prenions cette démarche, cette approche-là comme une opportunité. Il ne faut pas que les Africains, les jeunes Africains surtout, la nouvelle génération, réfléchissent sur le réchauffement climatique, sur le prendre des choses négatives. Nous devrons essayer de créer des opportunités dans cette crise-là. C'est pour ça que je demande toujours qu'il faut écouter les jeunes car ils vivent et vivront cette nouvelle époque qui s'annonce et on doit s'appuyer sur cette nouvelle génération pour réfléchir au changement de la donne. C'est pour ça j'aimerais bien vous parler d'un grand projet que nous avons l'opportunité d'élaborer jusqu'à la finalisation actuellement, qui regroupe 8 pays de l'Afrique subsaharienne et un pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, en permettant à la jeunesse d'utiliser l'outil plutôt la 4e révolution numérique, en l'intégrant dans la démarche de la lutte contre le réchauffement climatique pour créer des emplois pour des jeunes et en même temps permettre à cette nouvelle génération de ne pas être victime du capitalisme vert qui est en train d'être élaboré au niveau de la démarche. Et la jeunesse pourra facilement s'adapter à cette nouvelle lancée et il faut créer des journées permettant, comme celle-ci, permettant à la jeunesse de s'exprimer et d'échanger avec la jeunesse européenne et d'autres coins du monde pour pouvoir fédérer les idées et en même temps faire sortir de ces idées des opportunités et ou encore des projets nous permettant de contribuer à ce qu'on appelle cette lutte-là. Alors, je profite de rebondir un petit peu sur votre propos, et puis non sans la volonté de poser une question insoluble, mais plutôt d'essayer d'utiliser notre expérience du soir pour essayer d'amener quelques éléments de réponse. Comment est-ce qu'on fait pour être en réseau, tous ensemble, en ayant aussi, même si on a une problématique conjointe, en ayant des contextes et des environnements qui sont bien différents. On l'a vu maintenant, M. Sissoko, vous parlez d'alliance entre des pays subsahariens et puis notamment l'Algérie où vous êtes actuellement. On voit là maintenant que les problématiques à Gaza sont bien différentes que celles qu'on peut avoir. Peut-être que, alors sans vouloir lancer la balle comme ça à chaud, mais Elisa, vous avez fait une vidéo. Vous êtes italienne, vous êtes européenne, donc cette thématique vous parle aussi, mais d'une manière peut-être différente. Et puis on a retrouvé dans votre vidéo des éléments qui sont sur la prise de conscience. Mais comment est-ce qu'on prend conscience pour la question anthropocène en Europe, à Gaza ou en Afrique subsaharienne? C'est pas forcément les mêmes enjeux. Est-ce qu'on arrive quand même à s'allier, à dialoguer, à pouvoir mettre en commun des choses et des éléments?
Alors, peut-être qu'une façon de faire, ce serait de démarrer avec les jeunes, d'utiliser les jeunes, comme l'a dit Moussa. Parce que personnellement, je pense que dans les écoles primaires, par exemple, on peut même démarrer avec les enfants. Donnons simplement aux enfants l'opportunité de focaliser sur les ressources, de se concentrer sur le lien entre la qualité de vie et les ressources qui existent dans la nature. Ainsi, je pense que c'est une très bonne façon de permettre de mettre en route des changements et de faire en sorte que tout le monde soit conscient de ce qui nous entoure. Donc, au sein des institutions, à travers la gouvernance, oui, il faut aborder ces sujets à partir des plus jeunes et ainsi, cela permettra, je pense, d'améliorer ou de faire en sorte qu'il y ait au moins une prise de connaissance. Et je pense que ce genre d'événement, c'est-à-dire un appel au peuple, un appel ouvert au peuple, ça peut être très efficace pour faire en sorte que tout le monde, partout dans le monde, soit plus conscient de ce qui se passe. Nous sommes la preuve vivante de ce qui peut se passer si on conjugue, si on réunit nos voix afin de nous exprimer, même si nos points de vue peuvent être différents sur le sujet. Donc, je pense que cette expérience est une très, très belle expérience. Et je pense également que le fait de réunir plein de personnes de pays différents, de les réunir dans cette même table ronde, ça peut permettre à d'autres personnes de mieux comprendre ce qui se passe ailleurs dans le monde. J'ai écouté un panel ce matin et franchement, j'ai commencé à constituer un genre de raisonnement au sujet de l'Anthropocène et je pense que ce sujet, on peut l'aborder d'angles très différents et on peut en parler pendant des années pour générer une prise de conscience, tout d'abord chez les enfants, mais chez d'autres personnes. Et je pense qu'il faut vraiment développer ce thème. Il y a beaucoup d'éléments qui sont discutés, dans lesquels on arrive à pouvoir commencer à faire des mises en lien. Peut-être que je redonne la parole à M. Slimani. Vous avez ouvert cette table ronde avec différents éléments qui faisaient écho plutôt à la ville, aux formes urbaines. Non pas que ce soit un thème peu intéressant, mais enfin, moi qui m'intéresse beaucoup particulièrement. Mais est-ce qu'on pourrait faire le lien entre tout ça? Est-ce que la ville est un contexte qu'on partage tous, malgré tout, même si on a des contextes différents? On vous entend. Pardon, j'ai raté la dernière partie de la question parce que la traduction était trop rapide, donc je n'étais pas en mesure. Du coup, je demandais en fait si, comme vous nous aviez introduit sur les thématiques urbaines, notamment sur la forme, sur l'urbanisme, de par votre profession aussi, et puis malgré la différence des contextes, les contextes d'inégalité qu'il peut y avoir aussi entre les nord et les sud, on se rend compte qu'il y en a un qui est commun, c'est la ville, qui nous amène peut-être à pouvoir nous réunir parce que c'est un contexte qu'on partage, même s'il a plein de vécus différents en fonction du lieu où on est. Je me demandais si vous partagiez ce point de vue et si c'était quelque chose qui vous parlait vous aussi. OK. Alors, voyons. Alors, les villes, effectivement, constituent les lieux où nous échangeons pour toutes nos activités au quotidien. On échange nos pensées au quotidien et puis c'est un endroit où on crée des liens les uns avec les autres. Mais la ville, c'est aussi l'endroit qui génère le plus de pollution, le plus d'impact sur l'environnement et puis toutes ces transformations dont nous avons parlé qui peuvent avoir un impact sur tout le territoire. Donc oui, nous devons transformer notre façon de construire les villes et nous devons surtout penser aux meilleurs moyens d'aborder la question de ces progrès, comment faire, parce que les villes ne proposent pas suffisamment d'opportunités pour tout le monde. Qui contrôle les villes? C'est l'économie de marché qui construit des tours, encore des tours et des tours. Et il y a cette promotion des inégalités, il y a cette polarisation de la société. C'est l'économie qui a pris le pouvoir. Donc nous, en tant qu'architectes, en tant qu'urbanistes, en tant qu'individus, nous avons un rôle primordial s'il s'agit de réfléchir au futur, à un futur autre qui permet
de se focaliser sur le bien commun qui permet de tenir compte des citoyens plutôt que de simplement promouvoir la ville pour la ville. Et je suis d'accord avec vos intervenants que l'éducation est primordiale aussi, l'approche vis-à-vis de l'éducation. Forcément, moi j'ai été formée en tant qu'architecte et donc la formation, j'en suis convaincue, c'est quelque chose qui constitue un levier très puissant pour faire en sorte que les mentalités de demain soient des mentalités où on veut surtout un avenir plus durable qui tient compte de la nature. Ainsi, oui, on parle des égalités entre les hommes et les femmes. On parle aussi de la possibilité que doivent avoir les personnes que de vivre ensemble. On n'est pas obligé d'aller très loin. Regardons l'Europe continentale, on a un pléthore d'inégalités rien que devant notre porte. Je peux regarder, par exemple, juste au-delà des frontières de l'Europe, on voit tout de suite encore plus d'inégalités. Donc nous devons tenir compte de cela et nous ne devons pas simplement voir midi à notre porte et dire, bon, bah voilà, nos communautés près de chez nous sont les communautés qui comptent. Non, il faut avoir une vision bien plus large et nous devons surtout penser à un meilleur avenir pour tous. Et pour moi, la clé, la meilleure façon de faire cela, c'est d'éduquer. C'est l'éducation. La question de l'éducation, c'est bien évidemment quelque chose aussi qui peut nous unir. Hein. Vous avez bien raison. Gianfranco, on avait aussi commencé avec vous. On a vu un de vos films. Je pense que quand on réalise un film, c'est aussi pour avoir un message, peut-être pour les questions d'éducation aussi, vous allez nous le dire. Vous avez aussi participé à un ouvrage qui s'appelait La Grande Extinction, si je ne me trompe pas. Sorry, I have a great lag in. Pardon, il y a beaucoup de retard au niveau de la traduction puisque j'attends au niveau de la liaison je disais Internet. que vous aviez participé à un ouvrage qui s'appelle La Grande Extinction. C'est une des thématiques qu'on n'a pas forcément encore abordées pour cette session, mais peut-être pour finir, il nous reste quelques minutes, 3 minutes exactement. Est-ce que vous aimeriez nous amener un point de vue complémentaire ? Sorry. I have 20 seconds. Je suis désolée, j'ai un retard de 30 secondes parce que j'entends la traduction 30 secondes après. Est-ce que vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît? Je me demandais, je faisais référence à l'ouvrage auquel vous avez participé qui s'appelle La Grande Extinction, afin de savoir si vous vouliez peut-être nous parler un petit peu de ça pour conclure cette table, puisqu'il nous reste que 3 minutes malheureusement. Alors, il s'agit de scénarios, il s'agit d'histoires courtes et tout ce que je peux dire, c'est que ces histoires, ces récits proviennent d'expériences d'il y a très longtemps et on va jusque dans un avenir très très lointain. Donc il y a énormément d'événements que nous abordons et il y a une situation de crise et je dois dire que quasiment toutes les situations de crise mènent à un moment ou à un autre vers l'extinction. Parce qu'on peut prendre tout un ensemble d'exemples. On peut prendre une personne, un animal ou un État. À un moment donné, tout le monde tend vers l'extinction. Et à chaque fois, c'est à cause des conditions qui nous empêchent de vivre. Voilà. Et je trouve que c'est très évocateur de notre situation actuelle. Merci. Merci Gianfranco. Il nous reste 2 minutes pour clôturer cette session qui nous a amené à plein de territoires différents, hein, puisque certains de vous sont en Italie, en Albanie, à Alger. On a parlé aussi de ce lien vers la prise de conscience et d'essayer de voir comment est-ce que tous ensemble on pouvait trouver des terrains communs, je dirais, la ville, la question de l'éducation. Et puis sur la question des outils aussi, hein, alors on n'aura pas le temps de développer, il reste 1 minute 30, mais peut-être Elisa pour terminer cette fois. Je sais que vous êtes chercheuse, vous travaillez aussi sur des éléments liés au big data. Est-ce que c'est un outil qui peut nous permettre de spatialiser peut-être les enjeux et puis d'arriver à faire de liens entre les territoires ?
Alors personnellement, je pense que l'outil principal, ce sera les cartes, la cartographie des données, mais je pense que nous allons surtout devoir nous focaliser sur la question des citoyens, des personnes. Lorsqu'on travaille avec tout ce qui est big data, c'est très difficile. Je ne travaille pas directement avec personnellement, mais je travaille avec un ingénieur parce que moi personnellement, je suis plutôt géographe. Donc moi, je fais toute la partie cartographie et puis lui, il fait la partie numérique. Et je pense qu'on peut faire un très, très bon travail afin de résoudre énormément de problèmes à travers la cartographie. Et si on participe à la cartographie en tenant compte des big data, on peut résoudre bon nombre de problèmes que nous avons abordés ce soir. Par exemple, il s'agit de l'éducation, il s'agit de l'égalité entre les sexes, les ressources et ainsi de suite. Donc, réellement, je pense que si on utilise les big data qui proviennent du monde, qui proviennent du terrain, on peut potentiellement faire en sorte que l'anthropocène soit compris par le plus grand nombre. Oui, les cartes peuvent mentir, donc à nous de savoir produire des cartes qui sont honnêtes, qui disent vraiment la vérité. Et la vérité ne peut être entendue que si les gens écoutent et font attention à ce que l'on dit. Et si les citoyens peuvent participer et donner leur point de vue sur le problème. Merci, Elisa. C'est la fin de cette session. Je suis désolé, on doit laisser la place à d'autres territoires qui vont arriver incessamment sous peu. Il me laisse quelques secondes juste pour vous remercier tous autant que vous êtes, les gens qui nous ont suivis, Nabila, Agaza, Moussa, Alger, Gianfranco, Jerry et puis Elisa vous-même. Merci encore, merci à toute l'équipe et puis on laisse place au prochain territoire. Au revoir.